Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus à cette soirée des poésies péruviennes. Euh, donc voilà, je voudrais aussi remercier à Ina Salazar, professeure de l'Université de la Sorbonne et spécialiste en littérature hispano-américaine, surtout en poésie, qui est venue depuis Paris pour présenter un peu les contextes de la poésie péruvienne, des Roxana Crisologo et parce qu'on peut aussi contextualiser un peu les choses, qu'elle saura le faire beaucoup mieux que moi sûrement. Et aussi remercier à Roxana Crisologo, poétesse péruvienne qui est ici à Bordeaux, dans la métropole, depuis une vingtaine de jours. Il va rester une vingtaine de jours, 18 jours, quelque chose comme ça, dans le cadre justement de jumelage entre la ville de Bordeaux et de Lima. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais les villes de Bordeaux et de Lima sont jumelées depuis déjà presque 50 ans. Donc voilà, c'est un jumelage de longue date qui nous permet aussi de créer des projets avec, entre ces deux villes, chose qui est très intéressant pour nous, créer des projets culturels et faire venir des artistes. Voilà. Aussi, donc je vais vous donner quelques mots, vous dire quelques mots un peu sur les projets, sur ce que, et après je vais laisser la parole à Ina pour vous parler un peu plus de la poésie péruvienne. Donc, je fais partie de l'association CLAC, et voilà, c'est un projet de l'association CLAC, l'association Kaléidoscope Laboratoire Culturel, une association qui promet l'interculturalité sur Bordeaux. Donc voilà, les partages des cultures dans la métropole bordelaise et à travers l'art et la littérature. On a plusieurs projets, dont justement l'un des plus importants, c'est les projets Les Rives Embrassées. Les Rives Embrassées, c'est un projet de poésie qui essaie de créer des ponts entre le Pérou et la France à travers la poésie. C'est un projet qui a commencé pendant les confinements. Pendant le confinement, à un moment où j'ai été en quête de faire des choses, je me suis dit, tiens, il y a pas beaucoup de poésie péruvienne traduite au français. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la poésie, donc je me suis lancé dans la tâche de traduire des poèmes avec une amie qui avait fait des études de traduction, Maïtza Salazar. Et du coup, on a lancé ces projets, on a commencé à faire la traduction, à créer, et on a trouvé qu'en réalité, il y avait une bonne réception du public, parce que les gens, d'un côté, s'est posé la question, est-ce qu'il y a des poésies péruviennes et à quoi ça ressemble la poésie péruvienne? Et du coup, ça a été intéressant parce que tout de suite, ces structures comme les librairies, les grandes librairies comme Mola, La Machine à lire, nous ont dit ça nous intéresse, les projets. Et surtout, on a trouvé du soutien avec la mairie de Bordeaux, justement avec ces jumelages, qui, à travers la direction des relations internationales, nous a dit bah, c'est un projet intéressant, pourquoi on ne le présente pas pour la Semaine d'Amérique latine? Et c'est comme ça qu'a commencé ce projet, qui a déjà 300. On est au 4e livre des poésies péruviennes qui a été publié. Et depuis l'année dernière, les projets s'est transformé un peu parce qu'on ne reçoit pas seulement des écrivains péruviens ici à Bordeaux. On envoie aussi des écrivains français qui vont aller à Lima, à passer un séjour aussi des 15-20 jours là-bas. Donc voilà, ça devient un vrai échange parce que les ponts, c'est important que ça soit dans les deux sens, qu'il y a des gens qui viennent ici à apprendre sur la culture française et à que les gens puissent apprendre sur la culture péruvienne ici, mais c'est intéressant de le faire aussi au Pérou. Donc voilà un peu
Ces projets qui s'appellent les Rives Embrassées. C'est un projet qui s'est fait avec le soutien de la DRAC et l'Institut français aussi, en plus de la mairie de Bordeaux et Bordeaux Métropole qui nous soutient. Donc, pour pouvoir faire tous ces projets, pour imprimer les livres, pour pouvoir faire les échanges des poètes. Donc, chaque année, l'idée c'est qu'il y ait un poète ou une poétesse péruvienne qui vienne. Et chaque année, un poète, une poétesse français qui ira à Lima. Donc voilà un peu pour les projets. On est aujourd'hui aussi ici pour présenter ces livres qui s'appellent Un jour j'aimerais sans rien emporter. C'est les livres de Roxana Crisologo avec qui on a travaillé avec ces livres depuis un moment. Donc, c'est les fruits de beaucoup de temps, de beaucoup d'heures d'échanges, beaucoup de temps des travail pour le faire. Et du coup, chaque livre, c'est un peu comme un enfant. Et c'est hyper intéressant. J'avais entendu ça beaucoup de fois, mais jusqu'au moment que j'ai commencé à faire des livres, j'ai compris que c'est vrai. Parce que les choses ne se passent jamais comme on imagine que ça peut passer. Donc, justement, pour vous donner un exemple, l'entreprise des transports a perdu les cartons de livres et donc il s'est arrivé pile poil pour cette présentation. Donc, vous imaginez que j'étais un peu stressé jusqu'à pas si longtemps. Donc voilà, des choses qui passent, des choses qui arrivent, et c'est ça qui fait l'intérêt aussi de faire ces types de projets et pouvoir les partager avec vous. Dernière chose, je voudrais remercier quelques personnes qui ont aidé à faire ces livres avant de passer la parole à Ina. Je voudrais remercier déjà à Alain Pelletier qui est là, qui est le photographe qui a fait la photo de la couverture, qui est magnifique. Donc vous pourrez le voir à la fin avec nos amis de la machine à lire qui sont dehors avec les livres. Et aussi remercier Frédéric Dalia qui est là aussi, qui a fait la correction du livre. C'est très très important ça. Et voilà, et remercier. Je pense que ces projets, si je commence, je finirai jamais de remercier, parce que c'est quand on fait de la poésie, on peut le faire seulement parce qu'il y a des gens qui nous soutiennent, qui sont là pour nous aider, pour faire donner un coup de main, pour relire, pour nous donner une opinion. Donc Lise, par exemple, Lise, merci beaucoup, parce que Lise est toujours là à relire, à m'aider. Donc voilà, beaucoup de gens, et tous les gens de l'association CLAC. Donc merci beaucoup. Et bon, je vais vous laisser avec Ina qui va nous parler un peu plus de la poésie péruvienne, et on pourra après avoir une petite lecture des poésies qu'on va faire en espagnol et en français. Et ensuite, on pourra parler plus tranquillement. Merci, et je vous laisse avec Ina Salazar, qui est professeure, comme je le disais, de l'Université de la Sorbonne à Paris, qui a obtenu son doctorat en littérature et civilisation hispanique avec la thèse de recherche sur Emilio Adolfo Westphalen, un grand poète péruvien. En plus, elle est co-directrice de l'Axe LAL, qui c'est la littérature de l'Amérique latine et de l'Espagne. Donc voilà, un centre de recherche interdisciplinaire. Et elle publie beaucoup autour justement de la poésie et de la littérature hispano-américaine. Donc voilà, je les laisse la parole à Ina. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Merci Carlos de m'avoir invité, d'être là avec vous, et merci à Rosana de pouvoir parler de son œuvre. Rosana Crisologo, donc, c'est une poète péruvienne qui a jusque-là publié 6 recueils de poésie. Je vous les citer. En 1999, Abajo sobre el cielo, dessous sur le ciel. En 2001, Animal del camino, Animal des chemins. En 2006, Ludi D, c'est un prénom avec un D. En 2009, Trenes, train, en pluriel. En 2021, Cauneus.
Et en 2023, Donde dejar tanto ruido ou laisser tant de bruit. Donc c'est le tout nouveau recueil que je ne connais pas, que je viens de recevoir aujourd'hui, donc je ne pourrais pas en parler. D'abord, je vais parler un peu du contexte de l'émergence et de l'affirmation de la poésie de Rosana Crisologo pour que vous voyez un peu qu'est-ce que c'est la poésie péruvienne. Et ensuite, je vais faire un petit parcours de ces recueils. Donc, Rosana commence au début des années 90, dans un contexte politique et social d'une violence extrême, celle du conflit armé en 1980-2000 qui a opposé les forces armées au mouvement maoïste polpotien Sentier Lumineux et qui a affecté profondément la société civile péruvienne, notamment andine. Conflit qui débute pendant le deuxième gouvernement du président Fernando Belaúnde Terry et se poursuit pendant celui de Alan Garcia pour s'achever pendant la dictature de Alberto Fujimori. C'était un climat délétère, et il régnait un sentiment d'une terrible fermeture d'horizon, d'échec de tous les projets de progrès et de bien-être. Les jeunes poètes, parmi lesquels Rosana, étaient habités par une sorte de résignation devant cette disposition périphérique sur les cartes de la modernité. Ils assumaient une crise comme un horizon naturel. C'est ce que dit, par exemple, Julio Ortega, qui est un grand critique de la poésie péruvienne. Et une crise qui a comme conséquence un discours de manque, une langue de la désolation, mais qui, paradoxalement, fait de la poésie une forme de résistance, avec les moyens du bord, ceux d'un art, la poésie, qui ne compte pas beaucoup au sein de nos sociétés de consommation capitalistes, où la culture répond avant tout aux lois du marché. Les jeunes poètes agissent par le biais d'éditions domestiques, de plaquettes artisanales, de revues éphémères, de déclarations, de manifestes et de prises de position, de lectures publiques. Et on voit par exemple l'existence de groupes tels que Neon ou Noble Caterva. Rosana Crisologo appartient à ce dernier. Avant ces deux groupes, par exemple, il y avait Cloaca, de 1982. Et ces groupes prolongent une pratique néo-avant-gardiste très intense qui a eu lieu pendant les années 70 notamment, avec le mouvement Hora Cero, qui s'affichait comme un mouvement parricide et adamique. Pour comprendre la portée de la langue poétique de Rosana, la manière si puissante d'être ancrée dans son temps, il nous faut revenir justement à ce moment d'inflexion des pratiques poétiques péruviennes que constituent les années 60 et surtout 70. Comme pour l'ensemble des poésies hispano-américaines dès la fin des années 50, le paradigme poétique de référence pour les générations qui arrivent change. Ce n'est plus l'Europe, la modernité baudelairienne, les avant-gardes comme le dadaïsme ou le surréalisme, ou le renouveau poétique qu'apportent les poètes espagnols de la génération de 27. Là, ça va être une autre étape. Les yeux vont se tourner vers la poésie anglo-saxonne. La Beat Generation, par exemple, des années 50, avec William Burroughs, Allen Ginsberg et Jack Kerouac, qui sont contestataires, provocateurs, ou la poésie de Robert Lowell ou de Cummings ou de William Carlos Williams vont attirer beaucoup les poètes hispano-américains. Donc ça va créer des modifications profondes. Et il y aura notamment deux poètes importants des années 50-60, hispano-américain, Ernesto Cardenal, de Nicaragua, qui est le créateur de ce qu'on appelle l'extériorisme, et qui est une poésie justement narrative, qui privilégie l'anecdote et qui prône un changement politique. Et de l'autre côté, il y a le Chilien Nicanor Parra, qui définit son écriture comme anti-poésie, et qui a recours au prosaïsme et produit une poésie très virulente et provocatrice. Avec eux, ces temps s'affirme une poésie qu'on va appeler conversationnelle, qui valorise le langage ordinaire, désacralise la figure du sujet lyrique et exprime une volonté de communication avec le lecteur. C'est-à-dire qu'on va laisser un peu la figure de ce poète dans sa tour. Non, on va vouloir descendre et parler aux gens et se faire comprendre. Ces transformations touchent l'ensemble de l'Amérique latine.
Et justement, c'est une espèce de réseau où les expériences nationales et régionales se communiquent et qui se rattache aussi à un contexte politique très important qui est celui de la révolution cubaine. Elle a vraiment articulé beaucoup tous ces changements. Il y a donc un désir de sortir la poésie du précaré de la culture savante, rompre les barrières entre celle-ci et la culture populaire, en faire une activité non pas exclusivement destinée à l'élite lettrée, ce qui va générer des discours justement inclusifs de secteurs jusque-là marginalisés. Au Pérou, cette révolution langagière initiée pendant les années 60 s'accentue pendant la décennie suivante, notamment avec le mouvement Horacero, dont je viens de parler, et qui adopte ce nom, Horacero, à partir d'un recueil justement d'Ernesto Cardenal, et affirme ainsi ses nouvelles coordonnées poétiques. Horacero, c'est un mouvement parricide qui veut faire table rase de toute la tradition, hormis deux poètes péruviens, César Vallejo et Héro. Et donc, il introduit au sein de l'institution littéraire des modifications significatives par les actions menées. Ils occupent l'espace public, des attaques, des polémiques, des prises de position, des manifestations poético-politiques. Et ils disent avoir envie de prendre d'assaut la ville lettrée. Ce sont des poètes, beaucoup qui proviennent de la province, des provinces. C'est très important. Donc face aux poètes des années 60, qui sont liméniens, qui appartiennent à une classe moyenne aisée, avec une bonne culture bourgeoise, cosmopolite, et une formation universitaire, les horacériens sont littérairement anonymes et socialement déclassés, comme les définit José Miguel Oviedo. Ils revendiquent leurs origines populaires et provinciales, leur appartenance au secteur migrant émergent, se veulent anti-universitaires, anti-académiques, et fustigent et dénoncent une culture faite par une élite pour une élite. Donc, vous voyez, il y a une ouverture sociale qu'implique ce mouvement d'Horacero et d'autres mouvements autour. Et ceci cristallise dans les textes à travers la radicalisation des conquêtes langagières antérieures, et en particulier à travers le développement d'un colloquialisme poussé à l'extrême. Ils vont revendiquer une langue de la rue. Elle va pénétrer plus que jamais la poésie. Horacero va revendiquer, je cite, une syntaxe de la rue qu'ils vont présenter comme un signe identitaire de leur génération en tant que génération impure par rapport à la poésie pure des débuts de siècle. Ils prétendent être en syntonie, faire la syntonie du nouveau bruit social et culturel. Et ceci est déterminant parce que ça ouvre le champ poétique et littéraire à des secteurs qui jusque-là étaient peu ou pas présents. Il s'agit donc d'une nouvelle conjoncture qui rend possible l'irruption d'autres sujets. Et ce n'est pas un hasard si au début des années 80, après notamment un recueil qui est très important, qui s'appelle Noches de Adrenalina, Nuit d'adrénaline, d'une poète femme, Carmen Oller, qui est membre de Horacero. Donc à partir de ces années 80, on va assister aussi à une effervescence de la poésie écrite par les femmes. Parmi les poètes de cette génération, il y en a beaucoup. Je cite par exemple Mariela Dreyfus, Rocío Silva Santisteban, Giovanna Polarolo, Magdalena Chocano, Patricia Alba, Rosela Di Paolo. Voilà, je vous cite pour que vous voyez que c'est vraiment un réseau de femmes poètes. Et c'est un phénomène qui se produit dans toute l'Amérique latine. Il y a une prise de conscience et une revendication d'une visibilité des femmes poètes. Et il y aura aussi une féminité qui va être interrogée, qui va être mise en question, qui va être redéfinie, donc aussi au sein de toute cette poésie. C'est dans ce contexte donc, que commence à se faire entendre la voix de Rosana Crisólogo, qui, comme poète, en ses débuts, fait partie, comme nous l'avons dit, du groupe poétique Noble Caterva, qui est un groupe qui provient de l'université Federico Villarreal, où Rosana a fait aussi des études. Et cette université est intéressante parce que c'est une université dans laquelle explose aussi le groupe Horacero
avant. Donc il y a une petite tradition qui se construit. D'ailleurs, Noble Caterva revendique une certaine filiation avec ce dernier. Cette appartenance groupale n'est pas cependant synonyme d'une adhésion à des principes poétiques qui seraient partagés par tous, qui seraient les signes distinctifs d'une génération. Comme il est d'usage au Pérou, Rosana est identifiée comme appartenant à la génération de 90. Mais c'est une classification qui ne correspond à rien, si ce n'est le fait qu'elle commence à exister poétiquement, socialement comme poète pendant cette décennie. Mais au Pérou, on a l'habitude de classer les poètes par génération. Cette classification générationnelle, comme l'a étudié Luis Fernando Chueca dans son essai Consagración de lo diverso, una lectura de la poesía peruana de los 90, plus que jamais pour cette génération, l'appellation générationnelle pour les poètes qui produisent à partir des années 90 n'a pas de sens. Car plus que jamais, les poètes se trouvent aux antipodes d'un esprit générationnel par l'hétérogénéité des poétiques et des postures créatives et des discours idéologiques. La présence très puissante de la poésie dite conversationnelle qui s'impose entre les années 70 et 80, qui est devenue le canon, va se diluer par une multiplication, une pluralité d'acteurs culturels, une mise à plat des héritages, ainsi que par une diversité de plus en plus grande des référents. Il n'y a plus un seul paradigme esthético-poétique dominant. On assiste donc à un éclatement des divers traits distinctifs de la poésie conversationnelle. La narrativité, la langue ordinaire, le déclassement du sujet génèrent différentes modalités d'expression. Donc, je vous donne des exemples. Il y aura une narrativité culturaliste, par exemple, que pratique Eduardo Chirinos, un versant plutôt urbain ou suburbain, que continue dans le sillage de Horacero, mais qui se fait écho de la violence politique et la désespérance des années 80-90. Le groupe Cloaca, ou Roger Santibáñez ou Domingo de Ramos. Ou aussi, on peut parler de cette poésie du corps revendiquée par un sujet féminin. Donc, plusieurs possibilités dans cette génération. Maintenant, parlons de Rosana, son parcours poétique. Lorsque Rosana publie son premier recueil, Abajo sobre el cielo, elle est déjà reconnue comme jeune poète prometteuse par les lectures publiques, les publications dans les revues qu'elle a fait avant de ce livre. Et le livre vient confirmer une voix singulière et à la fois porteuse d'une ligne poétique forte dont il faut tenir compte. On peut dire qu'elle poursuit, mais à la fois transforme la ligne d'une poésie urbaine ou suburbaine ouverte par Horacero. Et Horacero avec des noms comme celui de Jorge Pimentel, Juan Ramírez Ruiz, Tulio Mora ou Enrique Verástegui, qui sont les poètes peut-être les plus connus de ce mouvement, et à travers lesquels on découvre ou on rend visibles les nouveaux visages et les langages de la capitale. Une capitale, rappelons-le, qui jusqu'à ces années-là est le reflet de l'élite criolla, blanche et occidentalisée, et qui devient justement, à partir de Horacero, celle de todas las sangres, tous les sangs, comme le dit le roman de José María Arguedas. Avec Horacero, donc, la réalité urbaine est explorée depuis la marginalité des provinciaux, interrogeant la désintégration des mondes originaires qu'implique le phénomène de la migration. Abajo sobre el cielo s'inscrit dans cette lignée et l'a enrichi, l'approfondit. Le recueil est divisé en 3 parties et composé de 31 poèmes, souvent longs et sans titre, qui présentent justement une réalité que l'on perçoit comme par à-coups, jamais de manière unitaire. Des tableaux urbains inachevés qui semblent comme des lambeaux ou des chroniques dont le sens n'est jamais complet et qui ont l'air de se défaire. La représentation donc de la capitale de Lima se fait depuis les marges, depuis les monts et les sables qui entourent la ville, et où se sont installées les vagues successives de migrants, étirant le corps de la ville, effaçant les frontières qui permettent d'identifier un dedans et un dehors, un centre et une périphérie,
Lima donc apparaît comme une sorte d'espace de no man's land, sans fin, mais où l'humanité a une vive présence. Elle pousse comme une plante obstinée au milieu de la terre sèche et stérile. La vision qui se dégage de cette poésie est loin des rêves utopiques de changement des auras aériens. Dans les contextes des années 80-90, ceci n'est plus possible. Ce qui prédomine, c'est une fermeture d'horizon, l'impression d'un temps qui stagne. Je vais vous lire un morceau que j'ai traduit moi-même, un fragment. Cette coque de lumière morte qu'est le ciel habité de San Juan. San Juan de Miraflores, c'est le quartier d'enfance de Rosana. Donc je répète, cette coque de lumière morte qu'est le ciel habité de San Juan, et ses pneumatiques, et ses cavités, et sa musique coincée dans un seul disque rayé, et ces gens, taupes, fer, pieux, sans une fenêtre, s'ouvrant pour dire un au revoir. Tandis qu'une splendeur, éclat de l'air, s'effondre, et le gaz se loge dans les hauteurs des murs fermés, des yeux sans étonnement. Les chemins arrivent jusqu'ici, parcourus, intimement. Aussi, je m'ausculte sur ces trottoirs, figés par des voies semblables à des écoles sans maîtres et sans fleurs. On voit la fin du chemin qui mène à la capitale, à la grande ville, est un temps sans avenir qui tourne comme un disque rayé. L'entrée dans un monde de solitude irrémédiable, d'incommunication, sans espace de partage. Lima devient une réalité urbaine illisible et le recueil tente une recomposition symbolique au moyen d'une esthétique qu'on pourrait dire de recyclage ou de récupération. Elle est faite de lambeaux et de bribes, des matériaux divers, elle est hétérogène. Le registre conversationnel est présent, mais son composant essentiel, la narrativité, qui est garante d'une cohérence d'un récit, semble défaillir justement, montre ses limitations. Car Rosana Crisologo établit des frictions aussi, et c'est ça ce qui particularise son écriture, établit des frictions avec une veine lyrique et métaphorique qui vient aussi du surréalisme. Donc elle renoue avec cet autre paradigme. La poésie donc de Rosana, déjà dans ce premier recueil, se singularise par sa capacité à intégrer différentes traditions. Elle fait intégrer les poétiques plus prestigieuses. On voit derrière ses poèmes à Westphalen, à Eyelson, et elle rend hommage à Borges, et ceci cohabite avec tout le versant suburbain, le plus récent. Elle fait résonner dans ses vers les musiques populaires péruviennes, comme celles de Lucha Reyes ou Felipe Pinglo. Imprime aussi un saut pictural à ces tableaux urbains en convoquant un peintre expressionniste très important de Puno, donc provincial, qui s'appelle Victor Humareda et qui était connu par ses récréations de la Lima lumpen et populaire, des prostituées et des mendiants, des quartiers de la Victoria, del Rímac, de Barrios Altos, de San Cosme. Donc elle passe par ce peintre pour tenter de capter cette changeante réalité urbaine aussi. Rosana Crisologo forge donc depuis ce premier recueil une voix intérieure puissante qui survit au chaos extérieur et laisse entendre sa propre dissonance au son de la dissonance généralisée des voix multiples et des mélanges culturels de toutes sortes. C'est une voix qui n'a pas un registre unique et stable, qui est caméléonique, instable, migrante. Elle cultive diverses tonalités, peut passer du tragique au superflu, du grotesque au sentimental. Une voix qui parfois semble se fondre dans l'indifférenciation et donne à voir une subjectivité constamment en danger, menacée par l'anonymat et l'impersonnalité. Les deux recueils suivants développent une forte continuité avec ce premier recueil. On y trouve les mêmes préoccupations qui se complexifient, s'approfondissent et consolident une langue poétique identifiable et montrent aussi la cohérence d'une écriture et d'un imaginaire. Animal del Camino est publié en 2001. Ce sont 20 poèmes sans titre,
qui a un prologue du poète Pablo Guevara, qui est très important, un poète des années 50 péruvien, et qui commence, comme le titre Animal des chemins l'annonce, à ouvrir l'œuvre à la question de la migration, du nomadisme, qui vont s'avérer des traits constitutifs du sujet lyrique féminin. Ludi D, de 2006, approfondit le travail poétique du rapport du sujet féminin au Pérou et à Lima. Donc ça revient à ce qui était déjà dans le premier livre. Lima, cette ville natale qui a été quittée définitivement, mais qui n'est pas moins présente, comme une actualité douloureuse et sans solution. Dans la 4e de couverture de ce livre, qui est très joli, je l'ai apporté quand même, vous allez voir, il y a une couverture assez particulière. Dans la 4e de couverture, c'est Carmen Ollé, justement, l'autrice de Noches de Adrenalina, qui écrit un texte pour le présenter. C'est intéressant, c'est important parce que ça, la présence de Carmen Ollé dans ce livre implique, par son nom qui est déjà un nom prestigieux, à quel point l'écriture des femmes est quelque chose qui prend beaucoup de place. Et donc sa voix est une voix d'autorité. Et elle définit l'écriture de Rosana comme une écriture mixte et hybride qui mêle culture savante et culture populaire, qui est syncrétique et recrée, je cite, la syncope nerveuse des villes émergentes. Donc on voit bien cette définition. C'est un recueil qui a 25 poèmes, 3 parties. La première s'appelle Yo quería conocer el mundo, je voulais connaître le monde. La deuxième s'appelle Arrojas tu historia como cáscara de fruta, tu jettes ton histoire comme une épluchure de fruits. Et la troisième, Ludi D. Ces poèmes semblent construire, avec ces 3 parties, une narrative biographique de ce personnage mystérieux qui s'appelle Ludi D. Chaque partie joue sur une des 3 personnes du singulier. Je, tu, elle. Et ce sont des poèmes assez brefs, dans sa majorité, sans titre, comme des fragments donc, de cette impossible biographie. Ces 25 poèmes pourraient renvoyer à l'existence d'une jeune femme marginale qui réside à San Juan de Miraflores, qui travaille, voyage, tombe amoureuse, se drogue et rêve. Comme l'annonce la couverture, le théâtre de vie, c'est toujours la Lima suburbaine, chaotique, bruyante, informelle, avec ses minibus collectifs qui ont envahi l'espace urbain. Un espace violent, politiquement et socialement, dans lequel se meut Ludi D. Est-ce un portrait? On ne sait pas. On ne pourra jamais le savoir. De jeunes femmes subversives, provocatrices, comme pourrait le dire aussi cette couverture, pleine d'énergie vitale qui non seulement existe dans cette réalité péruvienne de la fin du XXe siècle, avec tous ses sens, dans le sens sensoriel, je veux dire, mais développe aussi une conscience accrue, douloureuse, face à l'insoutenable violence sociale et politique du pays. C'est un recueil vraiment très original qui me semble marque les esprits. Je cite ce que dit un autre poète et qui est un grand critique, Jorge Frisancho, sur ce livre. Il est difficile de trouver dans la poésie péruvienne récente une séquence qui explore avec la même acuité, avec la même intensité, avec la même vérité, la texture subjective de l'époque à laquelle il appartient, qui, en beaucoup, est toujours la même, c'est-à-dire parce qu'il parle un peu plus tard. Ensuite vient Trenes, les trains ou des trains, qui est publié 4 années après, en 2009, dans une première édition suédoise, et qui va être suivie d'une édition mexicaine en 2010. Et Trenes, comme son nom l'indique, reprend le fil du voyage géographique et mental entre le San Juan de Miraflores natal et la découverte du monde européen qui s'ébauchait déjà dans le deuxième recueil. Dans Trenes, elle développe une plus grande conscience de sa condition de migrante péruvienne, latino-américaine, habitante du tiers-monde qui migre au premier monde. Comme le dit Rosana elle-même, elle a été frappée de constater lors de ses voyages, traversant des ponts et des frontières, le racisme et la haine envers l'autre, le migrant. Une violence qui concerne les citoyens péruviens et d'autres nationalités qui quittent leur pays d'origine et qui partent en quête
de travail et de formes de vie, non pas meilleures, mais acceptables. Et qui est un sujet d'actualité quand même. Le motif du voyage se consolide, s'enrichit et se complexifie, comme l'énonce le deuxième texte, un long poème intitulé Una extranjera viajando en tren à Moscou, qui va être repris ultérieurement et fait partie de l'anthologie qui se publie ici en version française. Un jour, je m'en irai sans rien emporter, mais avec des changements. Dans Trenes, plus que des récits de voyage, on aurait pu s'attendre à ça, c'est plutôt l'expérience de migration comme un profond bouleversement. Le voyage de la migrante qui rappelle que cette condition est déjà le signe distinctif de ses origines, de sa famille immigrante de la province à la capitale. Donc, le recueil insiste sur ce double mouvement, de la province à la capitale, du tiers-monde au premier monde. Et produit depuis le premier poème dédié au grand-père, c'est un très beau poème, dédié au grand-père, un constant retour mémoriel, géographique, imaginaire, marquant encore une fois l'importance des racines et de l'attachement familial. Il y a donc ce beau poème au grand-père, mais un poème à la mère, un poème à la fille. Le livre tisse comme une toile d'espace et de temps, de souvenirs et de projections futures. Le motif du mouvement insiste sur les déplacements et les décentrements symboliques qui créent un lieu, qu'on pourrait dire, interstitiel, non stable, mouvant, depuis lequel s'exprime et existe ce sujet lyrique féminin. Plus de 10 ans passent avant la publication du 5e recueil. Il faudra nous expliquer tout ça. Kauneus 2021, qui veut dire beauté, non, la belleza. Je vais finir donc ma présentation en disant quelques mots seulement sur ce recueil, parce qu'on va lire des poèmes qui font partie de ce recueil, et qui n'est pas le dernier, comme je l'ai dit, mais qui est au centre donc, de cette manifestation, puisque dans un jour, je m'en irai sans rien emporter, figurent les 2 dernières parties de ce livre, qui en espagnol s'appelle Postales et La Belleza. Kauneus, donc, est composé de 4 parties. La première s'appelle Ella, qui a 10 poèmes. La deuxième s'appelle Señales de humo, signaux de fumée, 7 poèmes. La troisième, Postales, carte postale, 8 poèmes. Et La Belleza, la beauté, 15 poèmes. La cohérence de l'œuvre poétique de Rosana, les préoccupations reviennent, s'enrichissent. Ainsi, dans Ella, Señales de humo et La Belleza, on revoit la construction impossible du sujet lyrique qu'on avait vu dans L'Oudidé. Mais ce « elle » a grandi, le temps est passé. Elle se démultiplie en différentes figures féminines qui font partie du jeu, celle de son passé, de son enfance, sa jeunesse, celle de son présent. Et elles sont aussi rattachées à des présences chères, indispensables à la constitution du sujet. La mère, qui va être une figure attachante et importante tout le long de l'ensemble de l'œuvre, et aussi la fille, qui prolonge le destin de migration perpétuelle. Dans Kauneus, passé, présent, futur se présente comme un kaléidoscope qui est activé par le mouvement, les déplacements. Le voyage, ce n'est pas seulement un va-et-vient entre le pays d'origine et le pays de migration. Comme le suggère le sous-titre « Carte postale », et ça le suggère comme une antiphrase, la poésie de Rosana s'attache à révéler l'envers du voyage touristique, une sorte d'état des lieux de ce monde que nous habitons, avec un regard désenchanté, lucide et révolté à la fois, mais qui se produit toujours depuis l'angle de l'expérience de ce jeu, de ce sujet lyrique féminin, une expérience qui n'oublie jamais d'où elle vient. Et je vais finir avec une petite traduction d'un fragment aussi. De mes grands-parents migrants, il me reste des érosions sur la peau et une photographie. Mon père pieds nus et mon grand-père. Je mets mes chaussures pour eux. Et comme eux, je voyage avec ce que j'ai pu mettre dans un petit sac. Pour où je vais. Je tousse, je ris et je suis le désert.
Merci beaucoup à Ina Salazar pour cette présentation, pour cette tableau, ce voyage, ce tableau de la poésie péruvienne et de la poésie de Roxana. Je pense qu'on comprend un peu mieux aussi la chance qu'on a d'avoir Roxana ici avec nous. Qui est une grande poétesse très connue au Pérou et on voit vraiment que les dernières années a sorti et a créé une poésie particulière, une poésie différente et aussi cette poésie faite par des femmes qui aujourd'hui au Pérou de plus en plus prend force. C'est intéressant aussi parce que quelque chose que j'avais pas dit quand on a fait parler du livre, c'est que comment on est arrivé à faire ces livres, c'est grâce aussi à Patricia Huefa-Grange, qui est la traductrice du livre et qui avait fait une résidence des traductions à Lima l'année dernière où elle avait rencontré Roxana et c'est elle qui avait trouvé la poésie de Roxana comme quelque chose de magnifique et elle m'a dit il faut qu'on la traduise. Il faut qu'on fasse ces livres ici à Bordeaux. Donc voilà, c'est une poésie qui marque. Donc, je vais laisser la parole à Roxana, voir si elle veut nous dire quelques mots. Et après, on va faire une lecture où Ina va faire la lecture en français des poèmes et Roxana en espagnol. Bueno, estoy muy emocionada por la profundidad de las palabras de Ina. Realmente no me esperaba una... bueno, tú lo traduces. Elle est très émue pour la présentation et la profondeur des choses que nous a dit Ina sur elle. Gracias, Ina. Gracias por apoyar siempre a las poetas peruanas, mujeres. Gracias. Merci, Ina. Y gracias, Carlos, infinitamente agradecida por esta oportunidad de participar en este proyecto maravilloso también que está promocionando, está visibilizando a las autoras peruanas contemporáneas, ¿no? Algo así no existió nunca en el Perú. Y realmente eres un pionero y te felicito y de verdad que siga esto, ¿no? Gracias. Sí. C'est vrai que c'est un projet, parce qu'elle dit que c'est intéressant, parce que c'est un projet qui met en valeur aussi les poètes femmes, les poétesses, parce que c'est vrai que pour le moment, on a publié beaucoup des femmes, et c'est quelque chose qu'on a parlé beaucoup avec Roxana avant, mais c'est un choix aussi, parce que je pense que les femmes, ils ont été invisibilisées pendant beaucoup de temps dans la littérature, dans l'art. Et cette idée de publier des femmes et de montrer leur poésie, leur voix et leur puissance, c'est quelque chose que moi je tenais vraiment à cœur de faire et que je pense que c'est quelque chose qui met en valeur la poésie péruvienne, vraiment. Donc, on va passer à faire une lecture des textes et après, si vous avez des questions, on pourra faire une séance des questions, on traduira. Roxane, elle comprend beaucoup plus les français de ce qu'elle veut prétendre, de ce qu'elle prétend, mais donc on pourra faire des questions, si vous savez, on pourra faire ça après. Le pregunté a la belleza, mirándola a los ojos, ¿qué es lo que ve? Mientras estiro mi cabello, la indómita mecha que el paso de las palabras decolora, sentada a la mesa para negociar. Reacomodo mis rasgos bajo una luz opaca, la luz del horizonte. Le pregunto qué es lo que tengo que hacer para entrar al club. Le pregunto al espejo si hay algo menos que no ser blanca o más oscura, lampiña, sin más adjetivos que un color que me ponga piel. Cuando
Esta inquietud se convirtió en un pájaro de mal agüero sobre mi cabeza que canta. Si empecé a ser más blanca, más meditabunda y aburrida, a medida que decidí pensar. Si dejé de ser verde o azul, si las plumas de los pelícanos clavaron rutas imborrables en mi torso y la indecisión de esta melena que no se acomoda en ningún lugar. Si blanqueé mi nombre para sobrevivir, si para sobrevivir cubrí mis mejillas de un polvo para hornear, si traicioné mis pupilas orientales convencida de que el lápiz solo alargaría mis ojos, pero jamás mi vida, el blanco terminará siendo mi abrigo. Este cuerpo, este color, tuvo miedo de morir en explosiones. Tenía un lugar en el mercado de frutas, junto a las exóticas chirimoyas y a los bonitos que los pescadores despellejaban con la destreza de los que saben mudar de piel. Temo romper la ilusión de los que esperaban una fiesta de cumpleaños. Temo desatar el listón que mi madre me ajusta en las trenzas con el pretexto de afinar la mirada. Yo no quería escribir un poema, yo quería darle la vuelta al sol. Me tomó 12 horas llegar tan al norte que el viaje se convirtió en huida. Huir fue mi velocidad. El espejo no miente, la que se arregla el cabello acomoda en un solo lugar de la cama todos sus adjetivos. Intenta escapar de esta captura de pantalla. La basurita en el ojo, la hermosura, la raza, la india, que por un clic, por un poco de atención sonríe, vende su tragedia como caramelitos en el bus. Mi mirada de serpiente, mi mirada sin la serpiente, mi religión, mi lengua, sin religión ni lengua, mis formas de despedazar un pescado crudo, mi desnudez encubierta. Le pregunté a la belleza si me podía invitar a su cóctel, si son suficientes los arreglos que me hice en el rostro para no desaparecer en la blancura del flash. Le pregunté qué debo echarme a la cara para no ser tinta derramada. Soy sangre derramada. ¿Qué no debo colgarme al cuello para no sentirme en el Thanksgiving Day? Le pregunté lo que las adolescentes no preguntan a sus madres por miedo a la reprobación. Soy huérfano pajarillo, la reprobación, la fiesta chicha, la carpa en la que bailan el ritmo más duro, un centenar de tipos que no conozco, pero leo en sus labios sus exigencias y sus privilegios. No me fui para ser patria, sino para desilusionarme. No me fui, sino para regresar montada en mi piel. Me pregunté si mi tono de piel es un traje de fiesta. Una estilista tailandesa me recomendó desaparecer mi cerquillo o desaparecer bajo mi cerquillo. Mudaste de país, mudaste de piel, lo olvidarás pronto. Y ahora hago mi aparición más blanca, más pura. Desde entonces todo empezó a ser más cierto, más definido. Este cuerpo respira midiendo la distancia de una palabra a otra. Quiere mantener la imagen de cintura frágil, del talle de espina de pez, de una sinuosa carne. Este cuerpo, este pez, es la delicia de los ojos de los que en el acuario terminan atrapados por una luz. Es la belleza. Gracias. J'ai demandé à la beauté, en la regardant droit dans les yeux,
ce qu'elle voit quand je me lisse les cheveux, la mèche indomptable que le passage des mots décolore. Assise à la table des négociations, je mets de l'ordre dans mes traits sous une lumière opaque, la lumière de l'horizon. Je lui demande ce que je dois faire pour être admise au club. Je demande au miroir s'il existe un état inférieur à celui de ne pas être blanche ou plus sombre, glabre, sans plus d'adjectifs qu'une couleur qui me donne peau. À quel moment cette inquiétude s'est transformée en oiseau de mauvais augure sur ma tête qui chante? Si j'ai commencé à être plus blanche, plus contemplative et ennuyeuse à mesure que je décidais de réfléchir. Si j'ai cessé d'être verte ou bleue, si les plumes des pélicans m'ont cloué des routes indélébiles sur le torse et l'indécision de cette tignasse qui ne trouve sa place en aucun lieu. Si j'ai blanchi mon nom pour survivre, si pour survivre, j'ai recouvert mes joues d'une poudre à lever, si j'ai trahi mes pupilles orientales, convaincu que le crayon agrandirait uniquement mes yeux, mais jamais ma vie. Le blanc finira pour être mon refuge. Ce corps, cette couleur, a eu peur de mourir dans des explosions. Il avait une place sur le marché aux fruits, près des chérimoles exotiques et des bonites que les pêcheurs écorchaient avec la dextérité de ceux qui savent changer de peau. Je crains de rompre le charme de ceux qui attendaient une fête d'anniversaire. Je crains de défaire le ruban que ma mère serre entre mes tresses, au prétexte de m'affiner le regard. Je ne voulais pas écrire un poème, je voulais retourner le soleil. Il m'a fallu 12 heures pour parvenir si loin au nord que le voyage s'est transformé en fuite. Fuir était ma vitesse. Le miroir ne ment pas. Celle qui se coiffe installe dans un seul coin du lit tous ses adjectifs. Elle essaye de s'échapper de ses captures d'écran. La poussière dans l'œil, la splendeur, la race, l'indienne qui pour un clic, pour un peu d'attention, sourit, vend sa tragédie comme des bonbons dans le bus. Mon regard de serpent, mon regard sans le serpent, ma religion, ma langue sans religion ni langue, ma façon de dépecer un poisson cru, ma nudité sans couverture. J'ai demandé à la beauté si elle pouvait m'inviter à son cocktail, si les retouches que j'avais apportées à mon visage suffisent pour ne pas disparaître dans la blancheur du flash. Je lui ai demandé ce que je dois me jeter au visage pour ne pas être encre répandue. Je suis sang répandu. Ce que je ne dois pas accrocher à mon cou pour ne pas avoir l'impression que c'est le Thanksgiving Day. Je lui ai demandé ce que les adolescents ne demandent pas à leur mère par peur de la réprobation. Je suis l'oiselé orphelin, la réprobation, la fête chicha, la tente sous laquelle dansent sur le rythme le plus dur une centaine de mecs que je ne connais pas, mais je lis sur leurs lèvres leurs exigences et leurs privilèges. Je ne suis pas partie pour faire patrie, mais pour perdre mes illusions. Je ne suis pas partie pour fuir, mais pour revenir chevauchant ma peau. Je me suis demandé si mon teint était une robe de soirée. Une styliste thaïlandaise m'a recommandé de faire disparaître ma frange ou de disparaître sous ma frange. Tu as changé de pays, tu as changé de peau, tu l'auras bientôt oublié. Et à présent, je fais mon apparition, plus blanche, plus pure. Dès lors, tout a commencé à être plus certain, plus défini. Ce corps respire en mesurant la distance d'un mot à l'autre. Il faut entretenir l'image de taille fragile, des mensurations d'arêtes de poisson, d'une chair sinueuse. Ce corps, ce poisson, est un régal pour les yeux de ceux qui, dans l'aquarium, finissent pris
dans les raies d'une lumière. C'est la beauté. Este es un viaje forzado, un aterrizaje forzado que me obliga a pasar 6 horas en Kiev. Cuando el avión se acerca a la pista de aterrizaje y parece que entramos a un almacén que conduce a otros almacenes más sofisticados, más solitarios, más tristes. Se ha escrito demasiado sobre gente forzada a quedarse en un lugar, forzada a partir sin explicación, forzada a dejar. Geografía forzada, alimentos genéticamente manipulados, forzados a abandonar su ser. Soy de K, un país forzado. Ella habla de estadísticas, no le quita la mirada a una familia judía ortodoxa que arrastra a varios niños y muchas maletas. El número de muertos es tal que sobrepasa a los que lucharán por la independencia de cualquier país forzado del mundo. ¿De qué lado estás? ¿Del que viaja por curiosidad o por necesidad? Remueve cartuchos, proyectiles, minas, deja mensajes, descifra, descompone, acumula pólvora, de los que queman o son quemados, de la cooperación técnico-militar, de la United Nations o de la OTAN, de la fotografía del país que no es el país, de la postal, de la botánica de no tomar partido por nadie, de las semillas, de las flores que no conocen, de territorios, de los laboratorios, de los experimentos, de la química celular, de la nación impura, de todas las muchachitas con las cejas demarcadas como sistemas solares que habitarán en mí. Ser o no ser no es un dilema, sino alinearse en un ejército de un lado o del otro del río Jordán. Palestina. Ceci est un voyage forcé, un atterrissage forcé qui m'oblige à passer 6 heures à Kiev quand l'avion s'approche de la piste d'atterrissage et qu'il semble que nous entrons dans un entrepôt qui conduit vers d'autres entrepôts, plus sophistiqués, plus solitaires, plus tristes. On a trop écrit au sujet de gens forcés à rester quelque part, forcés à partir sans explication, forcés à quitter, géographie forcée, aliments génétiquement modifiés, forcés à abandonner leur être. Je suis du K, un pays forcé. Elle parle en statistiques. Ne quitte pas des yeux une famille juive orthodoxe qui traîne de nombreux enfants et beaucoup de valises. Le nombre de morts est tel qu'il dépasse ceux qui lutteront pour l'indépendance de n'importe quel pays forcé au monde. De quel côté es-tu? De celui qui voyage par curiosité ou par nécessité, qui retire des cartouches, des projectiles, des mines, qui laisse des messages, des chiffres décomposent, qui stocke de la poudre, de ceux qui brûlent ou qui sont brûlés, de la coopération technico-militaire, des United Nations ou de l'OTAN, de la photographie du pays qui n'est pas le pays, de la carte postale, de la botanique, de ne prendre parti pour personne, des graines de fleurs qui ne savent rien des territoires, des laboratoires, des expériences, de la chimie cellulaire, de la nation impure, de toutes les fillettes aux sourcils délimités, tels des systèmes solaires qui habiteront en moi. Être ou ne pas être, ce n'est pas un dilemme, c'est rentrer dans les rangs d'une armée, d'un côté ou de l'autre du Jourdain.
Merci beaucoup. Je pense on va terminer cette présentation-là pour aussi vous laisser découvrir le livre qui est dehors avec nos amis de la machine à lire. Peut-être vous savez quelques questions. Si quelqu'un a des questions, là, on s'était dit on prenait quelques minutes. Si vous avez des questions, et sinon... Ah, là, il y a une question. Bonsoir et merci. Je me demandais juste pourquoi Finlande et voilà, pourquoi Finlande. Et aussi si c'était le premier pays où vous êtes arrivé depuis le Pérou. ¿Podría sí. preguntarlo en español? Sí, no hay problema, pues sí entendí un poquito. Con el tiempo empiezo a entender. No, bueno, yo me fui a Finlandia el año 96 porque bueno, me casé con un finlandés, pero bueno, eso fue hace mucho tiempo. Luego yo me quedé ahí porque tengo una hija y bueno, cuando tú dejas tu país y ya luego te divorcias, ya no te puedes regresar, te quedaste ahí estancada, entonces tienes que crear ahí tu nuevo territorio ahí, ¿no? Tienes que reinventarte, ¿no? Entonces, sí. Pero ahí empieza lo mejor, ¿ah? Ahí empieza lo mejor, sí, porque tú comienzas a desarrollar tus proyectos y tus cosas y yo me volví muy productiva y bueno, hice muchas cosas después. Es como la segunda. Sí, yo llegué a Finlandia, pero luego nosotros no vivimos en Finlandia, vivimos en varios países y de ahí 18 años atrás volvimos y ahí nomás nos divorciamos y bueno, yo ya fui embalada haciendo mis cosas, ¿no? Je vais traduire rapidement pour ceux qui ne parlent pas espagnol, mais du coup, elle est arrivée en Finlande parce qu'elle s'est mariée avec un Finlandais. Et du coup, elle est arrivée un peu comme ça là-bas. Après, elle s'est divorcée, mais elle avait une fille qui était là-bas. Donc, pour des questions, justement, bon, après, c'est compliqué de partir. Et donc, elle est restée en Finlande. La deuxième question, c'était si c'était les pays où elle était arrivée, en principe, la Finlande. Donc, oui, elle est arrivée directement du Pérou en Finlande. Mais elle n'a pas beaucoup vécu à ce moment en Finlande. Ils ont voyagé un peu partout avec son ex-mari. Et quand ils sont rentrés en Finlande, ils se sont divorcés. Donc, à ce moment, elle est restée là-bas. Et c'est à ce moment que toutes les bonnes choses ont commencé. Parce qu'elle est devenue très productive. Elle est devenue quelqu'un qui faisait beaucoup de choses. Et voilà. Donc, c'est un peu l'histoire. Et on peut parler de ça avec quelques verres de vin. Oui, une question. Bonsoir. Vous avez dit tout à l'heure que pendant 10 ans, elle n'avait rien publié et qu'elle nous expliquerait pourquoi. Bueno, no publiqué nada porque yo estaba muy comprometida con los proyectos de mi ex esposo y bueno, fue una que también de alguna manera me sirvió porque viajamos por todo el mundo. Yo creo que si no hubiera conocido África o hubiera conocido países de Asia, no tendría, digamos, una visión tan global, ¿no? A mí me gusta en la poesía tener esa visión así como un microscopio que está mirando todo. No puedo ver el Perú solamente como el Perú, sino que lo veo como parte de todo un sistema mundo, ¿no? Entonces creo que esos 10 años, cuando yo he hecho mi reflexión, he pensado que sí valieron la pena, ¿no? Estar viajando mucho y quizá más tomando notas. Y luego ya viene Kaunios, que es como una especie de recopilación de varias visiones, ¿no? Y que estoy hablando del sistema capitalista ahí, ¿no? El sistema de destrucción, el mundo destruido, eso. Donc, elle explique que pendant 10 ans, elle n'avait pas écrit parce qu'elle voyageait beaucoup avec son ex-mari, qui était chercheur, c'est l'investigateur, non? Ouais, qui était chercheur.
mais que ça l'a beaucoup permis de connaître énormément de pays, surtout par exemple en Afrique. Il a voyagé partout en Afrique, et que c'est cette expérience de 10 ans de voyage qui l'a permis de changer, d'ouvrir son esprit et de recopiler, comme de prendre des notes pour pouvoir ensuite transformer ça en poème, transformer ça en poésie. Donc pour elle, c'était pas nécessairement des temps perdus, c'était un temps de recherche. Ensuite, que ça lui a permis aussi de regarder le monde de façon globale, un peu comme un microscope. On regarde, on se rapproche et on s'éloigne. Et ça lui a permis de regarder le Pérou et Finlande et tous les pays du monde, un peu dans cette espèce de danse qui est universelle, qui est, on trouve un peu partout. Merci. Alors moi, je n'ai pas de questions à poser. Je voudrais vraiment remercier chaleureusement CLAC pour cet événement et puis cette possibilité que vous nous offrez de découvrir des voix extérieures comme celle de Roxana qui est puissante et à la fois tellement enracinée dans le quotidien. Et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve à 1 millimètre au-dessus du sol, mais avec une poésie tellement puissante et tellement métaphorique aussi. C'est vraiment, il y a de très, très, très belles choses. Et puis surtout, je voudrais souligner l'importance du monde de la traduction en poésie, parce que les traducteurs font un travail colossal pour nous permettre d'avoir accès à des poètes ou poétesses auxquels on n'aurait pas accès s'il n'y avait pas ce travail sur la langue et aussi un travail en profondeur sur l'histoire des pays, sur les mouvements littéraires. C'est un ensemble de choses qui nous permettent d'être connectés les uns aux autres en tant qu'êtres humains, mais aussi les uns aux autres en tant qu'écrivains, en tant qu'auteurs, en tant que poètes, en tant que personnes vraiment intéressées par ce qui se passe dans le monde à l'extérieur, parce que cette problématique-là, elle nous permet de grandir, chacun. Hein, on s'enrichit de la parole de l'autre. Et vraiment, merci beaucoup pour cette magnifique découverte qui donne envie d'aller lire les autres livres de Roxana. Merci à toi, Imasango. Maintenant, il faut que je traduise un peu. Ça donne l'importance de la traduction et de comment justement ça nous permet de découvrir d'autres mondes, d'autres poètes, d'autres gente. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'on va terminer avec ça. Je voudrais remercier à nouveau Aïna, à Roxana. Vraiment merci parce que c'est toujours intéressant d'échanger avec des personnes qu'on admire. C'est ça que c'est intéressant toujours. Moi, ces projets, ça m'a permis de connaître beaucoup de gens que j'admire et c'est quelque chose qui c'est magnifique pour moi. Et surtout de connaître que ces personnes sont d'une... j'ai perdu mon mémo, mais qui donnent tellement et tellement facilement, qui sont dans les partages. Et c'est ça que c'est génial. Donc c'est un peu comme la poésie de Roxana, ça donne beaucoup, ça partage beaucoup, et c'est une vision du monde. Merci à vous, et merci à Marie-Pierre Rassa de la bibliothèque de Bordeaux qui nous aide, je ne sais pas si elle est par là, mais merci beaucoup parce que cet espace, c'est génial d'avoir la possibilité d'être ici et de justement partager avec vous. Donc, malgré la grève, on avait peur qu'il n'y ait personne à cause de la grève, mais on est très très content de vous savoir ici et d'avoir cette opportunité. Merci à tout le monde qui a aidé à Sepked tout le temps à ces projets. Je le dis toujours, mais je pense que je ne laisserai jamais de répéter ça, mais ces projets, il est simplement possible parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous aident, beaucoup de gens qui sont là derrière, qui nous donnent la main pour qu'on puisse continuer à faire de la poésie étrangère traduite au français, de la poésie péruvienne. Et voilà. Merci beaucoup, merci à vous. Et on se retrouve par là pour papoter un peu si vous voulez. Au revoir, merci.